nous assistons aujourd'hui à une conférence exceptionnelle sur les bornes de recharge électrique. Vous avez vu le titre qui est Comment transformer un parking en hub de recharge pour véhicules électriques de 14h30 donc à 15h30. Donc ça va durer 1 heure avec Eaton. Ce sera l'occasion de faire un point sur les bornes, les systèmes de stockage, je parle sous votre contrôle, hein, de stockage d'énergie pour maximiser notamment l'autoconsommation, les logiciels de supervision pour gérer les sources de production locales et les charges. Alors, un tour d'horizon normatif, des tendances produits et des modèles économiques associés. Et cela, on va le faire en 3 temps, un peu comme une valse. 30 minutes environ de présentation PowerPoint. Vous avez maintenant l'habitude de tous ces webinaires. Et donc, on en passe par là, mais c'est aussi structurant pour pouvoir échanger ensuite. Ensuite, 10 minutes de table ronde que j'aurai le plaisir d'animer avec des questions que je me poserai et que je vous poserai. 20 minutes de questions-réponses sur lesquelles vous, cher public, vous pourrez poser les questions à nos conférenciers. J'en ai assez dit, j'ai assez parlé. Commençons cette conférence. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Christophe Bourgueil. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes business développeur stockage d'énergie chez Eaton et Quentin Lay. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes chef de produit distribution d'énergie tertiaire chez Eaton. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet si je ne me trompe pas. Je crois que Quentin, vous allez me partager votre Oui, écran. très bien. Alors je commence rapidement. Effectivement, merci Xavier. Donc, webinaire aujourd'hui sur la thématique de l'électromobilité et des synergies entre le photovoltaïque et le véhicule électrique, et donc comment transformer un parking en hub de recharge pour véhicules électriques. Donc, les intervenants sont Christophe et moi-même qui ont été introduits et présentés par Xavier. Christophe, je te laisse présenter peut-être Eaton, s'il te plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, attendez, j'ai juste un petit souci d'affichage que je vais régler, j'espère, rapidement. Voilà. Oui, alors, bonjour à tous. Quelques mots sur Eaton pour commencer. Donc, Eaton, c'est le 4e équipementier mondial de matériel électrique. C'est un groupe international qui existe depuis plus d'une centaine d'années, avec une très forte présence en Europe et en France. Juste quelques chiffres. Le secteur électrique du groupe, ça représente environ 13 milliards de chiffre d'affaires. Nous intervenons également dans d'autres secteurs, notamment le secteur aéronautique, tout ce qui est véhicules électriques, et puis également sur des équipements industriels dans le domaine de l'hydraulique et de la filtration. Concernant le groupe Eaton, nous sommes aussi un acteur européen avec près de 20 000 personnes en Europe dans le secteur électrique, une forte présence en France, avec 2 pôles de compétences, l'un qui se trouve dans la région de Grenoble, à Montbonneau, où sont développés une partie de nos équipements et notamment les UPS, et puis aussi un pôle de compétences qui se trouve à Riom, dans le Massif central, à côté de Clermont-Ferrand. Et en gros, nous sommes à peu près 2500 personnes en France. Alors, on va passer à la slide suivante. Nos principaux domaines d'activité dans le secteur électrique. Donc, Eaton est un acteur majeur dans, je dirais, l'ensemble du secteur électrique, moyenne et basse tension, de la distribution d'énergie, de la conversion d'énergie. Eaton est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des UPS, des alimentations sans interruption. Nous sommes très présents également dans le domaine de la sécurité des personnes, dans l'éclairage de sécurité, l'alarme incendie et tout ce qui est alarme intrusion. Et puis également une activité importante de contrôle-commande avec une division contrôle-commande industrielle pour piloter des chaînes de production ou des équipements. D'autres secteurs importants, dans les environnements dangereux, une activité ATEX où Eaton est également leader mondial, donc dans tous les environnements explosifs.
Et donc, enfin, si on rassemble tous ces éléments avec une capacité en termes de services d'ingénierie, eh bien, le groupe a développé depuis quelques années une activité dans le stockage d'énergie en combinant finalement l'expertise de la conversion d'énergie, de la production, distribution d'énergie, de la protection, pardon, distribution d'énergie, et puis du contrôle-commande, de l'automatisme et des systèmes de gestion pour fournir des solutions d'énergie renouvelable, de stockage et de recharge de véhicules électriques dont on va parler aujourd'hui. On va passer aux parties suivantes. Peut-être je prends le relais, Christophe. Donc effectivement, pour résumer en une seule phrase le sujet d'aujourd'hui, stocker les énergies renouvelables produites localement, ça permet de rouler en véhicule électrique grâce à une énergie décarbonée à faible coût et réduire les impacts sur le réseau. C'est cette philosophie qu'on va chercher à vous présenter tout au long de la présentation aujourd'hui avec Christophe. Donc, au cours de la présentation, un premier chapitre sur les données et tendances marché. On reviendra également sur les réglementations liées à ces activités. Christophe vous présentera un exemple d'architecture système incluant différents composants. Et on reviendra sur les domaines d'application et sur quelques cas d'application, dont le cas d'un client chez le groupe La Poste. Donc, tout d'abord, les moteurs de la transition énergétique. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, à l'horizon 2030, la loi de transition énergétique fixe des objectifs ambitieux, mais atteignables. Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, porter la part des énergies renouvelables à 40% de la production d'électricité, réduire de 30% la consommation d'énergie fossile, diversifier la production d'électricité afin de baisser la part du nucléaire, et ceci également en parallèle de la réduction des émissions liées aux véhicules de tourisme, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le véhicule de tourisme à moteur thermique représente plus de 50% des émissions de CO2 liées au transport, et que donc le déploiement du véhicule électrique jouera un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans le contexte que se donne aujourd'hui la France. Christophe. Alors, dans le cadre de ces évolutions, un élément très très important de la transition énergétique, c'est la transformation du système électrique global. Et donc, c'est ce qu'on vous présente dans cette diapo qui est à l'écran. Vous voyez de gauche à droite, en fait, le système traditionnel, le système électrique traditionnel et son évolution. Donc, à gauche, des productions centralisées, avec des grosses centrales qui vont produire des quantités d'énergie à partir d'énergie fossile, d'énergie nucléaire ou même d'hydroélectricité. Donc, des gros sites de production, un système de transport et de distribution d'énergie, et on va comme ça jusqu'aux installations. Donc, ça, c'est le système traditionnel. Et l'évolution dans laquelle on est engagé, c'est d'ajouter et progressivement de substituer à ce système, eh bien, d'ajouter des productions d'énergie renouvelable, donc éolien ou solaire, directement connectées au réseau de transport ou au réseau de distribution. Et puis, lorsqu'on accroît la part d'énergie renouvelable, eh bien, on a également besoin d'éléments de flexibilité, on y reviendra, qui sont les solutions de stockage. Donc ça, c'est l'évolution, je dirais, du système électrique. Mais une évolution également très importante, c'est que ces énergies renouvelables sont disponibles partout. Et étant disponibles partout, on peut donc produire de l'énergie de façon décentralisée dans les installations, sur les bâtiments, sur des parkings, sur des préaux d'école, sur différents types de bâtiments. Et donc, on voit, c'est la partie droite, donc là où vous voyez produire, consommer, vendre, on passe le compteur d'abonnés, le point de livraison, et on est maintenant dans les installations. Et ce qu'on constate, une évolution très importante de ces installations, c'est que les installations qui étaient jusqu'ici des installations, on va dire, passives, se transforment en installations de production avec une production locale d'énergie renouvelable. Et puis, deuxième évolution très importante qu'a présentée Quentin,
c'est l'électrification des usages, et notamment du transport. Et donc, on voit apparaître de nouvelles charges, et de plus en plus rapidement, c'est les véhicules électriques. Et donc, se posent de nouveaux enjeux au niveau de l'installation, qui sont la gestion de ces productions locales, de ces charges particulières et très importantes qui viennent transformer les installations, que sont les véhicules électriques, et donc de nouveaux besoins de gestion des productions, de gestion des charges et des besoins de flexibilité pour pouvoir répondre à ces nouveaux usages. Et donc le stockage qui apparaît maintenant dans les installations. On va passer à la slide suivante. Alors, au niveau, ça c'est une slide pour vous montrer les évolutions dans lesquelles on est engagé, je dirais, au niveau système. Alors ici, vous voyez des projections sur lesquelles a travaillé le groupe Eaton avec un groupe qui s'appelle le BNEF. C'est une étude sur l'évolution des systèmes électriques. Et donc, on voit ici le système électrique allemand avec la situation d'aujourd'hui, donc que vous voyez en bas, à gauche, vous voyez ce graphique, où vous voyez en violet ou en mauve la production à partir d'énergies fossiles, et puis en bleu clair, vous voyez la production d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a un fort développement des énergies renouvelables, mais où les énergies fossiles et les modes de production traditionnels dominent. D'accord. Donc ce que l'on voit tout de suite, c'est de grandes variations de production qui sont liées au développement des énergies renouvelables. Mais je dirais aujourd'hui, on n'a pas énormément de perturbations. Si par contre, on se projette en 2040, ce qui est très rapide d'un point de vue d'évolution du système électrique, on s'aperçoit que la part des énergies renouvelables s'accroissant, eh bien, vous voyez des pics de plus en plus importants et une réduction de la part des énergies fossiles, avec sous la courbe maintenant des parties de production qu'il va falloir soit écrêter, soit stocker pour pouvoir les utiliser au moment où on en a besoin. Donc, ce que l'on voit sous la courbe, en fait, c'est des parties de production des énergies renouvelables qu'il faudrait pouvoir idéalement stocker pour les utiliser au moment où on en a besoin. Et donc, on voit cette évolution du système électrique au niveau global, on voit apparaître de plus en plus de besoins de flexibilité. Donc, sous plusieurs formes, à la fois des besoins de stockage et de flexibilité intersaison, puisqu'on va avoir des périodes où la production est plus importante dans l'année par rapport à d'autres périodes, et les solutions de stockage de type hydrogène sont très adaptées à ce genre de besoin de flexibilité. Et puis, dans la journée elle-même, des variations fortes, avec des temps de montée rapides et des variations rapides, et qui vont exiger des sources de flexibilité. Et là, le stockage sur batterie est une solution pour ces variations rapides, intraday, comme on les appelle. Alors, si on passe, donc ça, c'est l'évolution, je dirais, au niveau du système électrique global. Et maintenant, si on passe à la slide suivante, on va voir les évolutions amenées par les véhicules. Alors, du coup, effectivement, les données et tendances marché liées au déploiement du véhicule électrique. Donc, un premier point concerne la réglementation au niveau de l'Europe, des pays, des villes autour du véhicule électrique. Car aujourd'hui, c'est vraiment la réglementation qui va jouer un rôle clé dans l'adoption du véhicule électrique. La mise en place de pénalités pour les constructeurs, la mise en place de zones zéro émission dans les centres-villes, l'arrêt également du véhicule thermique annoncé dès 2025 dans certains pays, tels que la Norvège, ou 2040 pour la France, sont des paramètres incitant et accompagnant les usagers vers l'électromobilité. Également, donc, on compte déjà 350 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables à usage privé ou commercial en France. Donc, ça, c'est des chiffres à fin avril 2020. Depuis janvier, entre janvier et septembre 2020, plus de 116 000 véhicules électriques ont été immatriculés en France, donc soit une augmentation de plus de 140% par rapport à la même période l'an dernier. Donc, vraiment un marché en fort dynamisme, avec un objectif à 2023 d'1,2 million de véhicules électriques privés en France.
Donc, ce qu'il faut savoir sur le véhicule électrique, pourquoi on constate une telle dynamique et pourquoi c'est vraiment une clé dans la transition énergétique. Donc, il faut savoir que le véhicule électrique émet 2 à 6 fois moins de CO2 qu'un véhicule thermique sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Et 90% des cas de recharge s'effectuent au domicile ou sur le lieu de travail. Un point important également sur le sujet du véhicule électrique, qui atteste encore une fois du dynamisme de ce marché, c'est les prises de position sur les dernières années de certains acteurs clés des marchés de l'énergie, tels que Total ou Shell, ou encore d'autres acteurs du marché de l'automobile, qui se sont impliqués dans des rachats de fabricants de bornes, dans des rachats de fabricants de batteries, d'éditeurs de logiciels pour la mise en réseau et la supervision. Donc on voit vraiment une réorganisation du marché, une implication des grands industriels des secteurs qui à l'origine n'étaient pas impliqués dans le secteur de l'énergie électrique ou de l'automobile, et vraiment un fort développement et un marché très dynamique autour du véhicule électrique depuis quelques années. Pour supporter ce déploiement des véhicules électriques et sa forte adoption de par le public, on retrouve actuellement sur le territoire plus de 350 000 points de recharge publics et privés. Le gouvernement s'est fixé un objectif dans le cadre du plan de relance d'atteindre 100 000 points de recharge publics fin 2021. Donc fin 2021, ça veut dire que sur l'année 2021, il faudra installer plus de 70 000 points de recharge, car actuellement nous comptons environ un peu moins de 30 000 points de recharge. Donc c'est un défi très ambitieux, mais qui est possible. Aujourd'hui, ces 30 000 points de recharge ouverts et accessibles au public, ce sont des prises qui, à 40%, se retrouvent donc sur des sites tels que des sites publics ou sur la voirie, 20% sur des sites d'entreprise ou des sites tertiaires de type commerce, infrastructure, grande surface, et un peu moins de 40% sur des parkings. La recharge accélérée, c'est-à-dire une recharge autour de 22 kW, reste majoritaire. Elle représente 70% du parc installé pour les bornes de recharge publique. Et on retrouve déjà un peu plus de 2000 points de recharge pour de la recharge rapide. À noter un point important, l'Union européenne recommande aujourd'hui un ratio de un point de charge pour 10 véhicules électriques. En France, aujourd'hui, on est un petit peu en dessous, on est à 1 point de charge pour 8 véhicules électriques, mais avec des inégalités entre les régions. Par exemple, l'Île-de-France compte un peu plus de 4500 points de recharge publics, un peu plus de 3000 points de recharge se retrouvent en Occitanie, mais seulement un peu plus de 1000 en Pays de Loire. Et donc, c'est vraiment ce déficit sur lequel il faut travailler, puisqu'un déficit trop important, donc à savoir une trop faible quantité de chargeurs par rapport au nombre de véhicules en circulation, va freiner l'adoption du véhicule électrique par les usagers, par le grand public. Un point également important concerne l'écosystème en fait, du véhicule électrique, des bornes, et pourquoi aujourd'hui c'est faisable. Il faut savoir donc que tout cet écosystème repose sur différentes technologies. Tout d'abord, donc le véhicule électrique. Et le véhicule électrique, ici, joue un double rôle. Car d'une part, avec l'évolution apportée aux batteries sur le plan de la performance, de la sécurité, de la durée de vie, accompagnée par une hausse importante des volumes, tout cela a rendu possible et compétitif le stockage stationnaire sur batterie lithium-ion, que ce soit des batteries neuves ou des batteries de deuxième vie. Également, l'émergence de systèmes de supervision plus complets, plus complexes, plus communicants, qui inclut donc des prévisions de production, la demande du réseau, également des tendances de production d'énergie renouvelable. Tous ces systèmes favorisent le développement de la recharge intelligente et permettent une charge au meilleur prix tout en réduisant au maximum les émissions carbone. Et pour finir, l'Internet des objets connectés, l'arrivée prochaine de la 5G compléteront cet écosystème en augmentant les capacités de communication entre les véhicules, les bornes, les systèmes de stockage et les systèmes de production, pour apporter plus de flexibilité, la flexibilité dont parlait Christophe tout à l'heure, qui est l'élément numéro 1 permettant d'intégrer au réseau les véhicules électriques tout en réduisant les frais associés aux modifications des infrastructures existantes. Un point maintenant rapidement sur les réglementations
qui entourent cette transition et cette évolution, cette adoption du véhicule électrique. Donc, on retrouve en France différentes lois et programmes de subvention qui accompagnent cette transition et qui favorisent du coup le passage au véhicule électrique pour les usagers. Donc, tout d'abord, la loi énergie-climat, votée fin 2019, qui, elle, rend obligatoire la couverture de 30% des surfaces de toiture pour les bâtiments neufs de type grande surface commerciale, entrepôts et ombrières. Donc ici, un accompagnement, une incitation pour les propriétaires de bâtiments tertiaires d'installer en surface une capacité de production photovoltaïque. En parallèle, toujours en 2019, la loi d'orientation des mobilités qui a été votée rend, elle, obligatoire pour les entreprises de prééquiper une partie de leur parking afin d'accueillir des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et enfin, différents programmes d'aide à l'échelle nationale, locale, tels que le programme Advenir, par exemple, encouragent l'installation de points de recharge ou l'acquisition d'un véhicule électrique. Donc ces différentes lois, ces différents programmes d'incitation ou de subvention pour les particuliers font qu'aujourd'hui, il devient faisable, réaliste, obligatoire de s'équiper, et la synergie entre la production photovoltaïque et l'électromobilité est aujourd'hui un élément très important dans le paysage de la transition énergétique en France. Et maintenant, Christophe, je te laisse la parole pour expliquer du coup comment ça s'organise au sein d'un système, les différentes composants qui représentent une architecture d'un système type. Alors, on va maintenant se placer, vous avez vu l'évolution du système électrique, et on va se placer maintenant au cœur des installations, si on peut passer à la slide suivante, et au cœur de ce bâtiment, de ce nouveau bâtiment en fait. Et donc tout de suite, ce que l'on perçoit au travers de cette slide, vous voyez apparaître en haut une des productions d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et que, comme l'a bien présenté Quentin, qui va être de plus en plus généralisé sur les bâtiments. Donc une production d'énergie locale. Vous voyez ensuite, sur la droite, des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et là aussi, c'est un impact important. Et enfin, l'impact de ces infrastructures de recharge, c'est en particulier des appels de puissance qui peuvent être très importants, les appels de puissance simultanés. Si on regarde, que ce soit au niveau global du réseau, mais également au niveau local, la question du véhicule électrique n'est pas tant la quantité d'énergie dont on va avoir besoin pour alimenter ces véhicules, que le moment où on va devoir les recharger, et les appels de puissance simultanés à un moment donné sur un point du réseau. Et donc, c'est ce qu'on voit ici en bas à droite, c'est toute la question de la distribution d'énergie et des impacts d'appels de puissance, de dimensionnement de l'installation pour accueillir ces bornes de véhicules électriques, et éventuellement aussi l'impact sur le réseau avec les questions de dimensionnement réseau. Alors, si on passe sur la slide suivante, on voit tout de suite les problématiques et les enjeux que cela se pose. Donc, énergie renouvelable veut dire apport en production locale, donc ce qui est extrêmement bénéfique, ça réduit les consommations, ça permet de produire localement de l'énergie, mais également d'une énergie intermittente. Appel de puissance de plus en plus important avec les véhicules électriques. Et puis enfin, l'impact sur le dimensionnement des installations. Alors, comment gérer tout ça? Quelles sont les solutions sur lesquelles on travaille pour pouvoir intégrer ce nouveau bâtiment? Alors, beaucoup de choses sont liées en fait à l'optimisation des productions par rapport aux consommations. Et donc, on voit bien la question de la flexibilité et du stockage qui devient primordiale. Donc, sur la gauche, vous voyez des solutions de stockage. Donc, les solutions techniques qu'on va pouvoir apporter sur ce nouveau bâtiment, c'est l'optimisation de l'autoconsommation. Donc, en utilisant mieux l'énergie produite. Donc, c'est ce que permet la gestion intelligente des charges, donc avec la gestion énergétique du bâtiment, et le stockage pour stocker l'énergie au moment où on la produit et la consommer au moment où on en a besoin.
la gestion de la charge et la gestion des véhicules électriques, et donc tous les aspects gestion dynamique de la charge, paramétrage des charges. Donc ça, c'est un élément important sur lequel on travaille. Et puis, enfin, toujours sur ces questions de véhicules électriques, une piste intéressante sur laquelle on travaille et sur laquelle on a déjà des expérimentations en cours, c'est d'utiliser le véhicule électrique lui-même, qui est un stockage mobile, et bien de l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du véhicule to building ou du véhicule to grid, c'est-à-dire utiliser le stockage qu'est le véhicule électrique pour optimiser le fonctionnement du bâtiment ou apporter un support au niveau du réseau électrique, et c'est ce qui s'appelle le support système. Et donc enfin, on voit tout ce bâtiment qui devient beaucoup plus actif avec des productions, des consommations très particulières, des enjeux d'installation et de dimensionnement, des solutions de stockage. Eh bien, l'intégration de tout ça et la gestion intelligente de tout ça, au travers de systèmes de management, devient un des éléments clés de la réussite de cette transformation. Enfin, un élément important, c'est que ce bâtiment ou cette installation qui devient intelligente et productrice d'énergie, eh bien, elle va pouvoir elle-même contribuer à l'équilibre du réseau et apporter au réseau public un support pour contribuer à sa stabilité. Et donc ça, c'est tous les programmes soit d'effacement, soit de régulation de fréquence, dans lequel on va pouvoir s'inscrire avec cette installation et donc participer en fait à l'équilibre global du réseau public. On va passer à la slide suivante. Donc cette slide vous montre les enjeux dont je viens de parler au niveau intégration. Donc sur la partie gauche, vous voyez toute l'intégration et donc l'intégration logicielle et d'objets connectés, d'intelligence, de la gestion de la charge. Donc, gestion des charges elles-mêmes, mais également gestion des sessions de charge, gestion des accès, qui est-ce qui va pouvoir se recharger, et développement de nouvelles sources de revenus également. C'est-à-dire, j'ai des bornes de recharge, je peux les commercialiser, offrir un service au public à partir de cette infrastructure. Et donc, on est là dans les notions de CPO, donc Charging Point Operator, donc gestion d'un parc de bornes, mais également d'acteurs et de connexion à des acteurs de services de mobilité, c'est-à-dire permettre, à partir d'une application mobile, eh bien, à tout utilisateur ou partie d'un véhicule électrique, eh bien, de venir se recharger sur une infrastructure. Donc ça, c'est la partie gauche. Au milieu et dans la partie centrale, se posent toutes les questions et donc toutes les solutions d'intégration système au niveau de l'installation. Et là, on est au cœur du métier de société comme Eaton, c'est la gestion du système électrique, de l'installation électrique, donc l'optimisation du fonctionnement de ces productions, de ces consommations, avec des solutions de stockage additionnelles qui permettent d'intégrer ces nouveaux usages. Et puis enfin, sur la partie droite, on n'est pas dans son coin, mais on est connecté au réseau. Et donc, on va pouvoir interagir avec le réseau et apporter également des solutions de support au réseau pour participer à l'équilibre global du réseau public qui est un bien partagé par tous les utilisateurs. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, on a vu les enjeux, je dirais, les solutions d'intégration système. Et ici, vous voyez comment ça se répartit de gauche à droite. Donc, on voit des productions d'énergie renouvelable, des solutions de gestion et de flexibilité, gestion de charge, stockage, système EMS de gestion de l'énergie, l'intégration des véhicules électriques, des bornes de recharge, des chargeurs rapides ou ultra rapides, et enfin, les systèmes de gestion et de commercialisation sur le réseau de ces capacités de recharge pour ouvrir ces solutions au public. On va passer à la slide suivante et je vais laisser Quentin vous présenter plus précisément un des aspects de ces
de ces solutions qui concernent les solutions de recharge elles-mêmes pour les véhicules électriques. Effectivement, donc Christophe nous a fait la présentation des différents composants nécessaires pour pouvoir intégrer l'électromobilité au bâtiment tertiaire, donc avec les bornes, le stockage, la supervision. Donc ici, sur les 3 slides qui arrivent, on retrouve donc les composants de ces systèmes fournis par Eaton, donc une gamme de chargeurs pour véhicules électriques pour application tertiaire de 3,7 kW à 22 kW en AC et de 22 kW DC jusqu'à 160 kW. Donc une gamme complète de bornes de recharge pour couvrir les différents besoins des propriétaires de bâtiments tertiaires. À cette gamme de bornes s'ajoute un composant pour le pilotage de la charge, de manière à pouvoir équilibrer en temps réel la puissance disponible et allouer le maximum de puissance aux véhicules présents sur site pour la recharge. Et en complément de cet écosystème, un logiciel de gestion des bornes pour pouvoir permettre aux propriétaires de bornes de mettre en réseau leurs bornes afin de soit allouer donc la maintenance, la gestion de leur parc de bornes à des opérateurs de points de recharge, soit de réaliser ces fonctionnalités par eux-mêmes. Donc, pour aller un peu plus dans le détail sur cet outil de gestion de parc, donc voici la solution Eaton qui permet vraiment de réaliser toutes les fonctionnalités nécessaires pour l'exploitation d'un parc, pour l'opération d'un point de charge, à savoir la configuration des bornes, le déblocage des câbles à distance et en temps réel, la mise à jour du firmware des bornes éventuellement, plus tout ce qui est la définition de la tarification et la gestion des paiements et la refacturation des charges aux usagers. En complément donc, de cette gamme de bornes de recharge et de systèmes de pilotage, on retrouve donc la gamme Eaton de systèmes de stockage d'énergie. Donc, une gamme complète disponible d'une puissance de 20 kW à 40 kW pour des capacités de 20 kWh jusqu'à plusieurs centaines de kWh. Donc, un système modulaire, parallélisable, évolutif, qui permet encore une fois de s'adapter aux différentes contraintes et aux besoins de différents sites tertiaires, avec pour objectif principal, comme on l'a vu, maximiser l'autoconsommation, la production d'énergie, enfin, la consommation locale d'énergie renouvelable produite localement et faciliter l'intégration des véhicules électriques en évitant et en réduisant les coûts de modification des infrastructures de distribution d'énergie locale. Et ce type de système permet tout en plus donc d'améliorer la qualité de l'énergie pour les bornes, d'apporter de la continuité de service pour les bornes et également d'apporter différents services dont a parlé Christophe pour les bâtiments en eux-mêmes. Donc, pour récapituler, l'intérêt pour les exploitants de bâtiments tertiaires aujourd'hui de bénéficier de cette évolution, de cette transition vers les énergies renouvelables, vers l'intégration de l'électromobilité, vers l'intégration de solutions de stockage, ça permet de transformer une contrainte réglementaire et des obligations normatives, enfin, des obligations réglementaires en une opportunité pour permettre la création de nouveaux modèles économiques. Donc l'intégration de l'électromobilité, de bornes de recharge et de stockage permet déjà de simplifier l'intégration au bâtiment existant, puisque le stockage permet de réduire les investissements dans le système de distribution d'énergie. Avoir un système de production d'énergie renouvelable locale combiné à un système de stockage, ça permet de réduire le coût de la charge, tout en réduisant l'empreinte carbone des véhicules électriques. Et cela permet de plus, soit de permettre la possibilité d'avoir de nouvelles sources de revenus, dont a parlé Christophe, la régulation de fréquence par exemple, pour les propriétaires de bâtiments tertiaires. Ça permet également de générer de nouvelles ventes en incitant, en attirant une nouvelle clientèle, un nouveau type de clientèle, ou en permettant à la clientèle de rester plus longtemps dans les magasins, le temps que la recharge du véhicule soit réalisée. Et dernier avantage important, c'est qu'en plus de toutes ces fonctionnalités qui sont permises par le système de stockage combiné aux solutions de recharge pour véhicules électriques, les propriétaires de bâtiments tertiaires bénéficient d'un système de stockage qui permet d'assurer la continuité de service du bâtiment
pour prévenir de panne au niveau du réseau. Concernant les domaines d'application, donc là, vraiment, ce type d'architecture s'adapte à la majorité des bâtiments tertiaires. Que ce soit pour une grande surface, une gare ou un stade, on retrouve des surfaces importantes disponibles pour accueillir une production d'énergie renouvelable. Et ces sites, de par leur utilisation prolongée des parkings, offrent la possibilité de recharger des véhicules électriques. Dans le cas des entrepôts logistiques, des bureaux, des logements collectifs résidentiels, l'intérêt est ici différent. Le stockage combiné aux électromobilités permet de pallier au déphasage entre la production d'énergie renouvelable et la disponibilité sur site des véhicules pour la recharge. Quelques exemples concrets, par exemple dans le cas d'une grande surface. Ici, une grande surface va être donc confrontée à la problématique de devoir installer 30% de surface PV en toiture, dans le cas d'un bâtiment neuf. La nuit, elle a une consommation continue liée à l'utilisation de groupes pour le froid, par exemple. Elle est aussi confrontée à la gestion des pics de consommation liés à l'alimentation des bornes de véhicules électriques. Mais en revanche, elle a l'opportunité, via l'installation d'ombrières, de pouvoir créer des synergies entre sa production photovoltaïque locale, différentes applications sur site, pour justement transformer donc, une contrainte réglementaire en opportunité pour assurer de nouvelles fonctionnalités et développer de nouvelles sources de revenus. Un autre exemple ici, donc par exemple le cas de l'entrepôt logistique. Donc dans ce cas, on retrouve à peu près les mêmes contraintes que dans le cas précédent, avec en plus la contrainte du déphasage entre la disponibilité sur site des véhicules et la production photovoltaïque. Donc dans ce cas, vraiment, maximiser l'autoconsommation d'énergie décarbonée produite localement permet de réduire les frais liés à l'exploitation des véhicules. Ça permet d'améliorer l'image de la société, par exemple. Et dans un site avec système de stockage, cela permet donc de réduire, effacer la problématique de déphasage entre production et consommation, tout en assurant la continuité de service si on était amené à faire face à des problématiques d'alimentation du réseau. Et donc, on protège son activité, on protège, par exemple, des matières et des ressources fragiles. Donc, pour aller un peu plus loin sur ces cas d'application, je vais repasser la main à Christophe pour vous présenter du coup le cas de la Poste, également un cas dans une université à Lille et un cas client chez l'éditeur de logiciels SAP. Oui, alors on va parler de quelques projets. On a choisi des projets pour montrer des projets de tailles différentes et sur des bâtiments différents. Donc ici, c'est un démonstrateur qui a été mis en place par la Poste et c'est une réalisation qui a été faite en partenariat avec le groupe Engie. Et donc, il y a 2 ans et demi, la Poste a lancé un appel à projet pour réaliser un démonstrateur pour la recharge de véhicules électriques à partir d'une solution d'ombrière et de stockage. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une petite installation. On est en plus en région parisienne. C'est une installation qui est en vallée de Chevreuse. Et donc, on a sur cette installation équipé 2 places de parking d'une ombrière pour recharger 2 véhicules électriques avec une solution de conversion d'énergie, de gestion d'énergie et de stockage X-Storage Home et avec une batterie de deuxième vie, c'est-à-dire une batterie qui avait déjà été utilisée sur un véhicule électrique. Voilà. Donc ce système, on va peut-être passer à la slide suivante. L'intérêt et ce qui était recherché par la Poste, c'était de tester la possibilité d'alimenter en énergie renouvelable et à partir d'une production locale ces véhicules. Donc la Poste est un acteur majeur des véhicules électriques et a une politique environnementale et de responsabilité sociale très importante. Et donc est très innovante sur la transformation de ces usages. Et la question, c'est évidemment des véhicules en usage professionnel, des véhicules qui donc en journée sont en tournée,
et donc une partie de la journée au moment où la production photovoltaïque se produit. Et donc toute la problématique, c'est de pouvoir alimenter ces véhicules à partir d'énergies renouvelables. Alors on va passer à la slide suivante. Donc l'objectif de l'installation, vous l'avez compris, c'est de produire à partir des énergies renouvelables, d'alimenter les véhicules électriques grâce au stockage partiellement de cette production, et puis d'autoconsommer le reste de la production sur le site. Si on passe à la slide suivante. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, vous avez les modes de fonctionnement de l'installation. Donc, vous voyez simplement de gauche à droite la production PV, le système de conversion-stockage, les 2 bornes de véhicules électriques et puis le raccordement à l'installation et au réseau. Et une journée typique en été où vous voyez la courbe de production, donc qui est en bleu, la courbe de production photovoltaïque. En mauve ou en violet, vous voyez la recharge des véhicules électriques, dont une partie, vous voyez, dans l'après-midi, est assurée à partir de la batterie. La batterie, le système de stockage, c'est la courbe qui est tout en haut, qui est la courbe que vous voyez en vert. Et donc, ce système, sur une année d'exploitation, tu peux passer à la slide suivante, Quentin, a permis d'alimenter à pratiquement 60% ces 2 véhicules qui ont fait quotidiennement leur tournée de distribution du courrier dans la région. On va passer à la slide suivante. Alors ici, on est sur le site de l'Université catholique de Lille. Également, alors là, on est aussi sur des bâtiments qui sont ouverts au public. L'Université catholique de Lille, qui a un très gros ensemble universitaire avec 25 000 étudiants, s'est engagée dans une démarche extrêmement volontariste de réduction de ses émissions carbone avec un objectif d'être à 0 émission carbone à horizon 2035. Et donc, pour ce faire, l'université met en place plusieurs actions. Des actions d'efficacité énergétique, c'est-à-dire moins consommer sur ces bâtiments et mieux consommer. Des actions de production locale, et donc sur le site sur lequel on est intervenu, il y a un générateur PV de 192 kW qui a été installé. Des actions de transformation des modes de transport avec à la fois tout ce qui est transport doux et utilisation de véhicules électriques. Et puis la mise en place d'un système de stockage et de systèmes de gestion qui font l'objet en plus de recherche et de développement par l'université. Et sur ce site, on a déployé un système de 80 kW avec une capacité de 150 kWh. On va passer à la slide suivante. Alors là, on est dans le sud de la France. C'est un site qui est très intéressant, c'est le centre de recherche de SAP, qui s'appelle le SAP Lab, sur lequel sont réalisés actuellement des travaux de recherche par le groupe SAP sur l'intégration et l'utilisation des véhicules électriques. Et le groupe SAP développe toute une série de logiciels pour faciliter l'usage et l'exploitation de ces véhicules. Et ce site est particulièrement intéressant parce qu'il est tout à fait représentatif de l'évolution du bâtiment tertiaire, de l'évolution qu'on va connaître dans les années à venir. Donc, vous avez un bâtiment, il y a à peu près dans l'expérimentation des SAP, près de 200 véhicules électriques. Le groupe a pris la décision de ne plus utiliser que des véhicules électriques. Et donc, une très forte montée en puissance des besoins de recharge. Et sur ce site, l'installation a dû passer à une capacité de recharge qui est pratiquement du niveau du mégawatt. Et donc, on voit bien l'impact important qu'a sur les installations existantes le développement du véhicule électrique et le développement de la proportion de véhicules électriques. Et donc, ce qui est très intéressant sur cette installation et sur les travaux réalisés par SAP, c'est qu'en ajoutant une capacité de stockage, eh bien, ils ont pu limiter les coûts de raccordement et la transformation de l'installation et limiter ainsi les investissements à faire sur le bâtiment existant pour pouvoir intégrer des capacités de recharge importantes.
Voilà, 3 exemples je dirais, de tailles différentes, d'applications un petit peu différentes, où à chaque fois se combinent des productions locales, des recharges importantes de véhicules électriques, des systèmes de gestion et de stockage. Donc, on va passer sur la slide suivante. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on a souhaité partager avec vous, c'est les évolutions très très importantes dans lesquelles nous sommes engagés tous et dans lesquelles nous devons nous engager pour réduire nos émissions de CO2, transformer nos usages par des bâtiments qui vont être plus performants d'un point de vue énergétique, mais aussi où on va passer de systèmes, par exemple, qu'on va progressivement électrifier et passer, par exemple, de systèmes de chauffage à énergie fossile à des systèmes électriques. Donc ça, c'est une tendance importante des années à venir. L'intégration des véhicules électriques et toutes les problématiques qui vont se poser, l'intégration de production d'énergie renouvelable sur les sites et toutes ces solutions, toutes ces questions d'intégration nouvelle et de transformation des bâtiments sont aujourd'hui au cœur de l'évolution du système électrique. Et les technologies sont disponibles déjà pour avancer, pour apporter des solutions et avancer dans cette nouvelle organisation du système électrique. C'est un domaine dans lequel le groupe Eaton travaille de façon importante depuis quelques années. Merci Christophe. Voilà. Juste Voilà. pour terminer, si certains ont des questions ou souhaitent en savoir plus, du coup, n'hésitez pas à consulter le site eaton.fr pour en savoir un peu plus. Xavier, je te rends la main. Voilà, X Storage. Donc, on peut mettre ce lien, peut-être on va copier ce lien dans Oui, la navigation, comme ça on aura tout le monde, on l'aura. Merci à tous les deux pour cette présentation effectivement bien intéressante sur ces sujets. Alors, pour ceux qui nous écoutent, moi, les questions que je me posais, il y a des questions, on va les prendre après, mais c'est aujourd'hui, si une personne qui veut se lancer dans un projet, comment il fait concrètement? Comment on commence un projet? Est-ce qu'on commence par une étude? Qui on va voir? Où est-ce qu'on vous contacte? Donc, ce qui est important au départ, c'est de bien. Il y a plusieurs paramètres. Est-ce que c'est un nouveau bâtiment? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est sur de l'existant? Ce qui est important, c'est de bien définir les contours de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire combien de véhicules vous souhaitez intégrer, quels sont les objectifs que vous voulez vous fixer, et puis de bien analyser l'existant, c'est-à-dire quelle est la puissance de raccordement disponible sur mon site, quelles sont les capacités de mon installation, quelles sont les capacités du réseau. Donc, on voit un ensemble de questions également sur les places de parking disponibles, où est-ce que ça va se situer. Donc, il y a toute une analyse au départ du projet, à la fois des objectifs que l'on veut se fixer et puis des contraintes qui sont liées au site qu'il faut étudier. Donc ça, c'est, je dirais, les points importants à prendre en compte dès le départ. Et donc, bien sûr, c'est intéressant de faire une étude avec des bureaux d'études spécialisés. Et nous, en tant que fournisseurs de technologies, vous pouvez également nous contacter pour échanger sur ces sujets et pour analyser votre projet. Oui. Quentin, tu vouliez préciser quelque chose? Non. Le tour a été fait. Donc, quand on regarde l'écosystème de l'installation, c'est ce que vous décrivez, Christophe, c'est que finalement, il y a un système de différents métiers, de différentes compétences qu'il faut associer pour déployer un projet. Est-ce qu'on peut les lister? J'imagine, il y a l'architecte d'un certain projet, l'installateur, l'industriel, c'est vous, mais il y en a d'autres aussi. Bien sûr, le maître d'ouvrage. Le bureau d'études pour le dimensionnement du système, effectivement, et le choix de la meilleure solution appropriée pour répondre aux besoins du projet, aux besoins du client. C'est vrai qu'on a vu que suivant les typologies de bâtiments, chaque bâtiment a ses propres particularités, ses propres besoins, contraintes. Donc vraiment, le bureau d'études est un élément clé pour accompagner les clients finaux dans la réalisation de ce type de projet. Ouais. Vous n'êtes pas installateur, donc il y a des installateurs après qui s'occupent de déployer vos solutions, hein. Est-ce qu'on peut résumer Oui, cela? effectivement. Donc Eaton n'est pas installateur, Eaton est fabricant de solutions. On accompagne nos clients, nos partenaires, on accompagne également tous les acteurs de la chaîne, mais on n'est pas installateur. Et pour les bornes de recharge, effectivement, on travaille avec
des installateurs partenaires spécialisés, formés, qualifiés IRVE pour la réalisation de ce type d'installation. Oui, parce que là, on voit, il y a des nouvelles compétences aussi à acquérir. Je parle de la part des installateurs qui n'ont pas forcément tous encore ces compétences-là. Donc, il faut aussi monter en compétence de toute une filière autour du photovoltaïque, de l'autoconsommation, du stockage, de la distribution. Exactement. Il y a donc sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques, donc il y a la qualification IRVE. Et puis, dans les domaines du photovoltaïque, il y a également des qualifications qui sont nécessaires. Et comme vous le disiez, derrière, il y a des besoins de solutions de gestion, de capacité d'intégration système, et donc un travail, une montée en compétences progressives de toute la filière. Et Eaton, en tant qu'industriel, fournisseur de solutions et innovateur, nous apportons en fait notre support aux différents acteurs de la filière pour mettre en œuvre ces solutions. Ouais. Alors, quand on regarde le bâtiment, il faut des solutions qui soient durables aussi. J'imagine que c'est au cœur de votre sujet. Et donc, quand on regarde le bâtiment dans 20 ans, comment on dimensionne aussi? C'est un vrai projet de dimensionner un bâtiment pour dans 20 ans. Il y a des impacts sur les infrastructures. Il faut tenir compte des évolutions du marché. Je crois que vous avez un sujet qui est la charge intelligente. Christophe, Oui, oui, alors effectivement, je dirais un des défis actuels, c'est les questions de dimensionnement. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs tendances. D'une part, alors il y a sur les nouveaux bâtiments, hein, il y a des évolutions réglementaires sur des prédimensionnements, des préinstallations d'un certain nombre de critères. Mais également, je pense que c'est important pour les acteurs qui ont des projets de pouvoir se projeter à l'avenir pour un bâtiment qui va avoir un usage dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et au-delà. Et donc là-dedans, il y a plusieurs aspects, des questionnements de dimensionnement, de ne pas non plus augmenter de façon trop considérable les dimensionnements du système, et donc des besoins à la fois d'études de dimensionnement et de solutions qui soient modulaires, qu'on puisse faire évoluer dans le temps, et qui permettent d'amener de la flexibilité. Et donc, c'est pour ça que d'avoir une combinaison, un panel de solutions, à la fois de production, par exemple, photovoltaïque, il y a des études en cours qui sont menées et qui ont déjà été présentées par Enerplan, par exemple, dans les universités d'été, où on voit une tendance de plus en plus forte à l'intégration du photovoltaïque, par exemple, sur des infrastructures ou sur des bâtiments où on va avoir des infrastructures de recharge de véhicules électriques, et qui permettent de venir réduire les besoins de puissance sur ces bâtiments, puisqu'on a une production locale. Donc, ça va amener de l'énergie produite localement et qui va permettre également de réduire le dimensionnement ou les risques de surdimensionnement de l'installation. ouais. Même chose avec le stockage, avec des solutions qui sont modulaires, qui vont permettre de faire évoluer l'installation au fur et à mesure des besoins, dans un contexte où on va avoir une adoption de plus en plus forte des véhicules électriques, des véhicules qui ont des capacités batterie de plus en plus importantes, c'est ce qu'on voit, et avec des besoins de plus en plus importants de s'orienter vers des charges rapides, plus rapides, voire ultra rapides. Ouais. Une fois la solution installée, finalement, il y a un peu de maintenance, j'imagine aussi à faire. Il y a des services à produire. Vous, quel type de service? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'installateur? Alors, je ne sais pas, Quentin, si tu veux répondre. Non, OK. je te laisse. Aujourd'hui, alors, il y a différents types de services et de solutions qui sont proposés sur le marché. Et je dirais le service va être réalisé souvent par l'installateur, par le CPO, par différents intervenants. Et en tant que constructeur, un groupe comme Eaton, nous, on a une organisation service support que l'on apporte aujourd'hui sur nos produits existants, des UPS. Et en gros, on a toujours un technicien de service qui est à moins de 2 heures de n'importe quelle installation. Voilà, donc pour amener du support. Mais dans la chaîne, en fait, eh bien, vous avez un ensemble d'intervenants qui vont pouvoir assurer
la permanence du fonctionnement et du service de ces installations. Ouais. Donc, juste un élément, nous travaillons sur la partie infrastructure de recharge de véhicules électriques avec nous avons un partenariat technologique, industriel et commercial avec un des leaders du domaine, une société qui s'appelle GreenMotion, qui est le quatrième opérateur européen de solutions de recharge de véhicules électriques, et avec des taux de disponibilité très élevés. Et donc, c'est vrai que c'est important, cet aspect qualité des infrastructures, qualité des équipements utilisés et qualité des services supports pour avoir une bonne expérience utilisateur et un taux de service élevé sur ces installations. Alors, est-ce qu'il faut, on va poser des questions du public aussi, mais une petite dernière, allez. Est-ce qu'il faut, de mon côté, tout au moins, est-ce qu'il faut du stockage systématique, même quand il n'y a pas de PV, de photovoltaïque, et s'il en faut, pourquoi il en faudrait? Peut-être Christophe, je peux répondre. Donc c'est vrai qu'en fait, dans les exemples qu'on a vus, on présente toujours la brique stockage comme étant disponible sur site pour intégrer et maximiser donc l'autoconsommation d'énergie d'énergie renouvelable produite localement. Mais en fait, on peut envisager tout à fait d'installer également du stockage sur un site non équipé de production photovoltaïque. On peut envisager charger le système de stockage lors des heures creuses, par exemple, ou au fil de la semaine, pour répondre à une demande ponctuelle, par exemple le samedi, quand on sait que sur une grande surface, il y a un pic de fréquentation. Donc on peut s'adapter et vraiment toutes les briques sont modulables et le stockage peut très bien être installé également sur un site sans photovoltaïque. Ouais. Il y a monsieur et madame Nour qui pose la question. Connaissez-vous d'autres sites de la Poste ayant impliqué le projet GEPI? Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Alors aujourd'hui, c'est un démonstrateur qui a été mis en place d'ailleurs dans une démarche très, très originale par la Poste. Nous allons faire un retour d'expérience complet. On va bientôt publier un livre blanc sur cette expérimentation. Et la Poste est très active sur ces sujets. Alors, on espère qu'il y aura d'autres installations de ce type, mais aujourd'hui, voilà, on a cette expérimentation qui permet de faire des retours d'expérience sur un petit système et d'imaginer ce que ça peut donner à plus grande échelle. Oui, c'est avant de déployer, il faut toujours faire une expérimentation pour connaître Exactement. un peu les retours, les rendements. Une question de Frédéric, quelle est la durée de vie d'une batterie, sa tension, taux de recharge, et puis Alors, sur vos systèmes de stockage aussi, la question se pose aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, la durée de vie d'une batterie, les batteries lithium-ion, c'est des produits comparés aux autres technologies, qui ont des durées de vie assez exceptionnelles. C'est des batteries qui peuvent, et des systèmes qui peuvent durer entre 15 et 25 ans. En termes alors ça va dépendre des usages, notamment des températures de fonctionnement et puis de l'intensité de l'usage. Mais ce sont des produits qui ont vraiment une durée de vie assez remarquable. Ce qu'on peut dire en termes de garantie, alors nous avons décidé de travailler à la fois sur des batteries neuves et des batteries de deuxième vie. Et ça, c'est un programme de recherche qu'on a fait en 2012-2013 avec le groupe Nissan, avec le CEA et l'École polytechnique de Lausanne. Et on a vraiment travaillé sur comment faire pour amener une deuxième vie, étendre le cycle de vie de ces produits. Donc, sur les batteries de deuxième vie, on donne des garanties de 5 ans. Et sur les batteries neuves, on a une garantie de 10 ans, une garantie de performance de 10 ans sur ces produits. Oui, c'est un système de réutilisation finalement sur les deuxièmes vies ou de recyclage? Alors, c'est effectivement du réemploi, Du réemploi. de la deuxième vie, puisque le recyclage vient après. Mais là, c'est du réemploi, c'est-à-dire qu'on va faire des produits neufs avec des batteries, des éléments batteries qui ont déjà été utilisés dans un véhicule électrique pendant quelques années. Ouais. Il y a une question de Alain qui dit quel apport de rendement maximum réel actuel des panneaux solaires en Île-de-France? Est-ce qu'on peut, voilà, parce que se pose la question aussi de la production d'énergie. Et on imagine, si on ouvre un peu le débat, c'est que en fonction des régions dans lesquelles je me trouve, je vais dimensionner le même type de bâtiment de manière différente.
Ce qu'on peut dire, ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est la question de la parité réseau. Et ce que l'on voit, c'est que au niveau global et au niveau mondial, maintenant, il est clair que les modes de production les moins chers d'énergie sont les énergies renouvelables. Et ça, c'est une transformation. Alors, on progresse, hein, il y a une progression constante au niveau des rendements et une amélioration constante également au niveau des coûts de ces équipements. Et donc, on a des équipements qui sont de plus en plus performants à un coût qui diminue régulièrement et de façon très importante. Et donc, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont compétitives par rapport à pratiquement tous les autres systèmes de production. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, je vous pose une question un peu de côté qui est liée au marché. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on voit une montée en puissance très forte des véhicules électriques? Donc, c'est ce que vous décriviez. Et donc, il y a une nécessité aussi que les maîtres d'ouvrage, au-delà des réglementations, suivent pour fournir l'électricité aux véhicules électriques. Est-ce qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage sont dans cette mouvance-là et suivent de manière assez rapide la vente de véhicules électriques? Alors, je pense que c'est un vrai, un vrai défi et je dirais que tous les acteurs doivent se mobiliser sur ces sujets et c'est ce qu'ils font, hein, pour permettre cette transformation. Et donc, il y a à la fois un rôle des acteurs publics et des acteurs privés, des politiques de soutien, et c'est ce que présentait Quentin. Le plan 100 000 bornes en 2021, par exemple, est un très bon exemple. L'objectif, c'est de mettre à disposition, pour permettre cette transformation, de mettre à disposition des infrastructures de recharge ouvertes au public. Et il y a d'autres actions qui sont en cours pour faciliter l'adoption des véhicules électriques, notamment dans le résidentiel, avec des questions au niveau du résidentiel collectif. En fait, tous les acteurs doivent prendre leur part à cette transformation qui doit se produire. Oui, parce que finalement, c'est eux qui vont pouvoir fournir les éléments, les équipements pour que la transformation puisse s'opérer. Voilà, je crois on a fait. Vous vouliez préciser encore autre chose, Christophe? Oui, juste à mentionner, si on regarde les pays qui sont plus avancés en Europe, on a la chance d'avoir un pays comme la Norvège qui a dépassé des taux d'adoption du véhicule électrique qui sont considérables. Le démarrage a été relativement lent et ensuite ils ont eu une adoption vraiment extrêmement importante. Et on s'attend à ce que cette transformation se fasse plus vite dans le reste de l'Europe, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment une transformation qui va se faire dans les années qui viennent de façon très rapide. Et on le voit, hein, il suffit de regarder les véhicules qui circulent dans les rues, c'est plus du tout exceptionnel de voir un véhicule électrique. Bien sûr. Voilà, donc avis aux maîtres d'ouvrage qui nous écoutaient, il faut s'emparer de ce sujet parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup Quentin Lay et Christophe Bourgueil pour cette intervention pour Eaton.